La team, comme je vous dis aujourd'hui, tout a changé de camp. Oui, tout a changé de camp. Damana Pika s'est sorti boulet. Ouais, c'est sorti. Ouais, les gagabas même du PPACI sont en train de sortir. Il faut dire à tous ceux qu'on appelait les mobilisateurs hier que les vrais sont là. Mais préparez-vous, je vais vous faire une vidéo spéciale sur Alpha Blondy. Alpha Blondy vient de nous dire qu'il n'a jamais traité le président Babo Laurent de malade mental. Mais les vidéos sont là, monsieur Alpha Blondy, les vidéos, elles sont là. Ce que vous avez dit, on va sortir. Ce que vous dites aujourd'hui, on va sortir. Ça, c'est clair. On va faire une vidéo spécialement pour vous. Aujourd'hui, monsieur Alpha Blondy sort et il nous dit qu'il n'a jamais traité le président Laurent Babo de malade mental. Non, vous l'avez fait. Ce n'est pas qu'on a traité ça d'une façon bizarre. Vous l'avez fait. Aujourd'hui, vous savez pourquoi vous êtes entré. Vous savez, la team, ce que Dieu n'a pas décidé là, les hommes ne peuvent pas le faire. Laurent Babo a une étoile sur sa tête. Et les grands hommes le savent. Ce qu'ils ont fait à ce monsieur hier, ce monsieur sera rétabli par l'Esprit Saint. C'est comme ça. Parce que ce qu'il a commencé, il doit terminer. Et on va toucher ce monsieur pour faire de lui une révélation ivoirienne. Il a perdu le pouvoir. Pas par la force des Ivoiriens, mais par la force des étrangers, il faut le dire. Ils ont porté les armes pour chasser ce monsieur au pouvoir. Ils l'ont trimballé dans tous les 4 coins de la Côte d'Ivoire. Lui ont menacé à Korogo partout. Lui ont déporté sans papier, sans vêtements. Comme même moins que rien à la CPI. Ils l'ont traumatisé. Ils l'ont maltraité. Psychologiquement, ils l'ont massacré. Mais 8 ans de détention plus tard, ce monsieur est sorti blanchi comme un vêtement tout blanc. Blanchi, il est innocent, il n'a rien fait. Les preuves et les témoins que vous avez envoyés, la CPI dit que ce n'est pas suffisant pour inculper le monsieur. Il est innocent. Ce monsieur revient en Côte d'Ivoire. Il dit qu'il va se représenter sur les élections présidentielles. Est-ce que vous pensez que ce sont les faits du hasard? Est-ce que vous pensez que derrière ce monsieur, il n'y a pas quelque chose de spécial? Nous savons tous comment Ouattara fait pour conserver le pouvoir. Il doit se préparer. Parce qu'il aura en face de lui les hommes. Mais il aura aussi en face de lui un esprit. L'esprit du président Laurent Gbagbo, qui est accompagné par le Dieu vivant. Il devra donc savoir que même ses amis d'hier ne pourront pas l'aider. Mais le président Laurent Gbagbo qui reviendra sera quelqu'un de plus spécial. Sera quelqu'un qui fera les choses de manière merveilleuse. Il sera quelqu'un qui nous montrera la politique qu'il a toujours voulu nous montrer. Vous savez, en son temps, on n'avait pas les réseaux sociaux. Et on n'avait pas cette force-là pour comprendre le sens dans lequel il voulait nous amener. Heureusement, en 2025, il sera là. Nous aussi, nous serons là avec les réseaux sociaux. Et vous verrez, l'Afrique aujourd'hui est éveillée. On n'attend plus que le président Laurent Gbagbo à la tête de la Côte d'Ivoire. Et Ousmane Sanko au Sénégal. La team, restons mobilisés pour les élections au Sénégal. Hein? Mais avant tout, écoutez aussi la Damana Adja Pikas qui a parlé fort. Merci beaucoup. Je vous salue. Je voudrais que tout le monde puisse m'encourager à prendre la parole. M'encourager à prendre la parole. Je voudrais que le pouvoir de monde mieux la parole dans ce pas. Restez debout, restez debout. Qui t'a parlé? Le pouvoir qui t'a parlé? Le pouvoir qui t'a parlé? Qui t'a parlé? Qui t'a parlé? Le pouvoir qui t'a parlé? Qui t'a parlé? Qui t'a parlé? Merci beaucoup. On se sent dans un auditoire
auditoire de jeunes. On se sent dans un auditoire de jeunes, dans un auditoire de détermination. Voilà, et quand c'est comme ça, nous on parle. Et salut, on les a salués assez. Je ne vais pas reprendre les salutations. Je salue quoi, Justin? Je ne sais pas comment il a fait, lui il est là. Voilà. Il faut qu'on vérifie ses aptitudes humaines. Parce que quelqu'un ne peut pas être en train de parler à 14h à Grand Laou. Et puis à 15h30, 16h, il est habillé. Faites attention à lui, hein. Je salue ceux qu'on n'a pas encore salués. Les membres de la direction de la Ligue, les anciens, ceux qui ont posé les jalons, ceux qui ont tracé les sillons, je voudrais vous saluer. Merci beaucoup, camarades. Merci. Merci beaucoup. Je salue tous ceux qui sont présents dans cette salle aujourd'hui. Parce que j'estime que ce sont des hommes et des femmes sur qui on peut compter pour avancer. Au moment où c'était ce rassemblement, la Côte d'Ivoire est en train de jouer. La Côte d'Ivoire joue un match. Et vous savez la passion des Ivoiriens pour le football. Il y en a même qui n'ont pas eu honte, qui m'ont appelé pour me demander de reporter la rencontre d'aujourd'hui à cause du match. Évidemment, je dis que je ne reporte pas. Et puis, c'est ceux qui seront là. C'est sur eux qu'on peut compter pour avancer. C'est pourquoi je vous salue. Je vous salue parce que mieux vaut avoir 10 soldats déterminés, 100 soldats qui n'ont pas peur, que d'avoir un bataillon de peureux, de plaisanteurs. Voilà. Je le dis parce que les temps qui arrivent sont les temps des garçons. Ce sont les temps des garçons. C'est le temps des hommes et des femmes qui font l'histoire. J'ai dit, c'est le temps des hommes et des femmes qui font l'histoire. Je commence ma prise de parole par saluer des magistrats, des juges, des hommes de loi. Comme quoi il peut y avoir des magistrats, des juges, des hommes de loi d'une très grande probité morale, d'une intégrité sans pareil. Mais les magistrats que je veux saluer, ce ne sont pas des magistrats en Côte d'Ivoire. Je veux saluer les magistrats, les juges du Conseil constitutionnel sénégalais. Je voudrais qu'on salue les juges du Conseil constitutionnel sénégalais. Parce que ils viennent de rentrer dans l'histoire. Et je dis, nous sommes au rendez-vous des femmes et des hommes qui font l'histoire. Vous savez, le président sortant, pour ne pas dire le président sorti,
du Sénégal, Macky Sall, avide de pouvoir, il a voulu embarquer son pays dans une aventure aux conséquences incalculables. Wow. Alors que son mandat était arrivé à expiration, il a pris un décret pour reporter la date de la présidentielle, mais en même temps prolonger son mandat. Bien évidemment, l'opposition sénégalaise a opposé le fait de non recevoir à une telle requête. Ils ont dit qu'ils ne sont pas d'accord. Et des manifestations ont commencé à accompagner leur prise de position. Le président Macky Sall, il a saisi le Conseil constitutionnel. C'est lui qui nomme les juges du Conseil constitutionnel. Il les a saisis. Et il leur a demandé de légaliser ce qu'il a fait. Les juges ont dit non. Je dis, et je parle à des gens, je dis, les juges du Conseil constitutionnel ont regardé Macky Sall droit dans les yeux et ils ont dit non. Ce n'est pas possible et cela ne se fera pas. Parce que le Sénégal est un état de droit et tous les citoyens, quel que soit leur rang, sont soumis à l'autorité de la loi. Et donc, Monsieur le Président, vous n'avez pas le droit de violer la Constitution sénégalaise. Vous n'avez pas le droit de prolonger sur votre mandat. Et donc, il faut vous en tenir aux dispositions constitutionnelles. Ces magistrats sénégalais, vous ne pouvez certainement pas imaginer les pressions dont ils ont été logés, les intimidations dont ils ont été logés, les tentatives même de corruption dont ils ont été logés. Mais malgré les intimidations, malgré les pressions, malgré les menaces, malgré les liasses d'argent, ils ont dit non, ils ont dit non, non et non. Il ne faut pas embarquer le Sénégal dans une aventure. Mais grâce à ce qu'ils ont fait aujourd'hui, on a évité un bain de sang, le chaos, des morts, certainement au Sénégal. Et aujourd'hui, l'élection présidentielle va avoir lieu. Oui, ça va avoir lieu. Donc, quand je n'ai pas dit samedi, ça va avoir lieu. Ça va avoir lieu. Ça va avoir lieu. Mais parce que il y a eu des hommes et des femmes d'une probité indiscutable. Il y a des gens qui ne se sont pas laissés acheter. Est-ce que quelqu'un peut m'entendre? Est-ce que le magistrat peut m'entendre? Alors, il y a des gens qui ne peuvent pas assumer leur engagement, qui ne peuvent pas s'assumer et assumer les pressions résultant de leur profession. Et ils sont là. Ils prennent des décisions qui n'ont aucun fondement légal, qui n'ont aucune légitimité. Et puis ils justifient cela par la pression. Par la pression. Ah non, si je n'avais pas fait ça, on allait m'affecter. Si je n'avais pas fait ça, j'allais perdre mon travail. Si je n'avais pas fait ça, vraiment, j'étais en danger. Mais tu es en danger et puis ça fait quoi? Tu subis la pression et puis il y a quoi? Voilà. Et donc, toi, pour ta carrière, pour ton bien-être, pour tes intérêts personnels, égoïstes et égocentriques, toi, tu décides de prendre des lois et de donner des décisions qui créent des troubles dans le pays ou bien qui portent préjudice à des citoyens. Toi, parce que tu dois être bien, on ne doit pas t'inquiéter dans ta carrière,
n'ont rien à voir avec la légalité, avec les faits, pour toi te protéger et puis mettre en péril la nation, mettre en péril les situations. Et tu trouves que c'est un justificatif valable. Et tu t'en prévaux. Et tu t'en prévaux. Mais dans ce pays, il y a eu des magistrats à qui on a fait des pressions et qui n'ont pas cédé. Et qui ne se sont pas laissés compter, qui ne se sont pas laissés distraire. Je me souviens en 1992, lors de ce qu'on a appelé le procès des prétendus casseurs du 18 février 1992. L'autorité gouvernementale, à l'époque du feu Boyou, a demandé aux juges Yano Yapo de les condamner. C'est un magistrat. Il doit dire, ah, j'ai mes enfants, j'ai ma carrière, et puis l'argent qu'on me propose, quand je prends ça, j'ai plus de problème. Je peux même aller à la retraite anticipée. Mais il a prêté serment. Il a prêté serment. Mais lui-même, il a des valeurs, il a des principes. Et il a dit non. Je ne peux pas condamner à mon âme et conscience des gens qui n'ont rien fait. Et quand ils ont su que Yano Yapo était incorruptible, on lui a arraché l'affaire pour suspicion légitime. Mais ce n'est pas son problème. Il est resté en harmonie avec sa conscience. Il est resté intègre avec son serment. C'est ça un homme. C'est ça un homme. Il y a eu en 2000, lors des élections présidentielles, ici en Côte d'Ivoire, un de nos professeurs de droit, Honoré Dié, il était président de la commission nationale électorale. Les militaires, les hommes armés, ils ont perdu l'élection présidentielle face au président Laurent Gbagbo. À un certain moment, ils ont interrompu la proclamation des résultats. Ils sont allés prendre Honoré Dié pour l'intimer l'ordre de proclamer la victoire de Guéhi Robert. Il avait les kalachnikovs à sa tempe. Il avait des pistolets dans ses bras, dans ses côtes. Et Honoré Dié a dit, je ne peux pas, parce que ce n'est pas vrai. Je ne peux pas, parce que ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas me faire dire ce qui n'est pas vrai, parce que ça peut engager la Côte d'Ivoire sur une trajectoire aux conséquences que personne ne peut maîtriser. Et je ne veux pas, et il ne sera jamais dit que par une décision fantastique de Honoré Dié, la Côte d'Ivoire s'est embrassée. Je ne peux pas, au risque de ma vie, si vous voulez tuer moi, mais moi Honoré Dié, je ne vais pas proclamer un résultat qui n'est pas vrai. Voilà. Mais Honoré Dié, est-ce qu'il est mort? Il vit. Il vit. Il fait des missions internationales parce qu'il a démontré qu'il est énorme. Oh, mais pourquoi vous n'aimez pas démontrer que vous êtes des hommes? Pourquoi? Pourquoi vous êtes faible face à l'argent? Pourquoi vous êtes faible face aux pressions? Pourquoi vous êtes faible face aux intimidations? Voilà quoi je sais. Le père de Damoclès de la justice ivoirienne perd sur sa tête. Mais il était un matin à Grand Laou, il est cet après-midi à Lobidon, et puis il continue de parler. Parce qu'il ne se reproche rien. Parce qu'il n'y a rien. Laissez les journalistes faire le travail. Laissez les citoyens.
de caractère des magistrats, le Sénégal connaît la paix. Le Sénégal va connaître une transition pacifique et des vies humaines seront épargnées. Ça me permet d'arriver à la condamnation de Gbagbo Laurent, à la supposée condamnation de Gbagbo Laurent, et qui fait que Gbagbo Laurent n'est pas sur la liste électorale. C'est un juge ivoirien qui l'a fait. C'est un juge. Est-ce que vous comprenez? Et le juge qui l'a fait, il sait qu'il est en train d'embarquer la Côte d'Ivoire sur une trajectoire dangereuse. Mais il a fait pour ses intérêts personnels. Parce qu'il a eu certainement de l'argent, il a eu de la promotion, et puis lui il est bien. Il est bien, et puis nous samedi on est en train de parler de ça. Et il est couché tranquille là-bas. Est-ce que vous voyez? Voilà. Est-ce que vous voyez? Parce que Gbagbo Laurent, que la justice internationale a pris ici devant nous tous, qui est parti à La Haye, qui a été jugé et qui a été acquitté. Il rentre en Côte d'Ivoire. On dit qu'il a braqué la BCAO. Et à cause de ce supposé braquage qui n'existe que dans l'esprit de ceux qui le proclament, on dit non, il a été condamné par la justice. Et il ne peut plus être candidat. Il ne peut même pas choisir le député de Bobo-Diougou, il habite. Gbagbo Laurent ne peut pas choisir le maire de Bobo où il habite. Un ancien chef d'État. Le symbole vivant de la lutte pour les libertés individuelles et collectives. Le champion de la démocratie en Côte d'Ivoire. Et on vient, on lui colle une telle parjure, une telle injure à la peau. Non, c'est inacceptable. Et non, ça ne sera pas accepté. Il y a des gens qui disent que le fait de demander la restitution de Gbagbo Laurent, c'est une provocation. On est en train de provoquer le régime. Il y a des gens qui disent que le fait de demander la restitution de Laurent Gbagbo est un défi. On est en train de défier le régime. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Nous ne voulons défier qui que ce soit, encore moins provoquer qui que ce soit. Ce n'est pas dans nos intentions. On n'en a même pas la volonté. Non, on ne veut pas provoquer qui que ce soit. Mais en revanche, nous sommes un parti politique légal. Nous sommes des démocrates. Et quand la loi est violée, il est de notre droit, de notre responsabilité historique de le dénoncer et de demander réparation, de demander justice. Oui. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que nous sommes en train de faire. Laurent Gbagbo n'a pas braqué les banques. Laurent Gbagbo n'a jamais volé d'argent. Et donc ce n'est pas juste de lui coller cela. Ce n'est pas juste d'utiliser, d'instrumentaliser, de manipuler la justice à des fins politiciennes pour écarter un adversaire redoutable qu'on ne peut pas battre à la manière. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Voilà. Donc, c'est pas vrai. C'est parce que c'est pas vrai qu'on demande réparation. Et il faut
faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. Parce que c'est une question qui est directement adressée au gouvernement. C'est le gouvernement. Nous, j'ai entendu la dernière fois le porte-parole du gouvernement dire que c'est une affaire de la CEI. Ce n'est pas une affaire de la CEI. Ce n'est pas une affaire de la CEI. J'ai dit, c'est une affaire du gouvernement. C'est une affaire du gouvernement. Parce que le président de la CEI, on l'a déjà rencontré. Et lui, il nous a dit que lui ne peut pas faire quelque chose, c'est le gouvernement. Et puis il a raison. Alors, donc, on vient trouver le gouvernement. Mais quand on dit que c'est le gouvernement, on sait de quoi on parle. Parce que nous, on a déjà dirigé ce pays. Et on sait ce qu'un gouvernement peut faire. Parce qu'il n'y a pas de problème qui soit insolite pour un gouvernement. Encore une fois ici, là, le président de la République peut tout faire. Ça. Il n'y a pas quelque chose que le président de la République ne peut pas faire. Claire. Ouattara était inéligible. Et puis Babo Laurent l'a rendu éligible. Donc il n'y a pas quelque chose qu'un président ne peut pas faire. Cette question de la candidature de la restriction de Laurent Gbagbo, c'est une affaire qui concerne directement le gouvernement ivoirien. Et il faut que le gouvernement ivoirien analyse ça avec beaucoup de bienveillance. Avec beaucoup de bienveillance. Ce n'est pas que nous les défions. Pourquoi on va les défier? Ce n'est pas que nous les provoquons. Pourquoi on va les provoquer? Mais on a le droit de réclamer la justice pour Laurent Gbagbo. Car Gbagbo qui est là, ce n'est pas n'importe quel candidat. Ce n'est pas n'importe quel candidat. Et puis ce n'est pas n'importe quel citoyen. Voilà. Donc son affaire, il ne faut pas regarder ça comme toutes les affaires, comme les affaires banales. Gbagbo, ce n'est pas n'importe quel citoyen. Ce n'est pas n'importe quel leader. Ce n'est pas n'importe quel candidat. C'est pourquoi quand les gens disent qu'on doit trouver un plan B ou bien un plan C ou bien notre candidat, je me demande toujours mais de quoi on parle. Merci là-bas. De quoi on parle? Nous on ne cherche pas candidat. On n'est pas à la recherche d'un candidat. Le combat que nous menons pour la Côte d'Ivoire, pour sa souveraineté, pour les libertés, pour la décolonisation totale, ce combat que nous menons, Dieu nous a déjà donné son leader. Dieu nous a déjà donné notre leader. Voilà. Donc, on ne cherche pas. Il se dégage. Papa Lona, c'est le Moïse qui fend la mer Rouge et le David qui va terrasser le mer. J'ai dit, Papa Lona cristallise en lui deux personnages importants. J'ai dans la Bible. J'ai dit, c'est le Moïse qui fend la mer Rouge. Et c'est le David qui va terrasser Goliath. Mais le Goliath dont je parle, il ne se trouve pas ici. Non, ici là, c'est pas eux les Goliaths. Ceux qui sont ici, c'est pas eux. Les Goliaths dont je parle, c'est ce système pernicieux, ce système d'exploitation, ce système d'assujettissement qui nous considère comme des sous-hommes et qui continue de nous piétiner.
piétiner, de nous écraser, de nous exploiter, de nous faire croire que nous sommes libres alors que nous sommes enchaînés, de nous faire croire que nous sommes libres alors que nous ne sommes pas libres de penser. C'est ce système-là dont je parle. C'est ce système-là, c'est le projet que Gbagbo a tracé. C'est ça. Et donc, c'est face à ce système-là que Gbagbo ne plie pas depuis le début. Ils font tout, mais ils finissent toujours par retomber sur ses deux pieds. Ils font tout pour l'anéantir, mais comme le sphinx, il renaît toujours de ses cendres. Et puis il ne s'interroge pas. Mais quel est cet homme-là? Quel est cet homme? C'est ça. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Voilà. Donc c'est lui qui est notre leader. Et c'est lui qui est notre candidat. Alors. Et donc, nous prions tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire qui ont du pouvoir, qui ont de l'autorité, tous ceux qui peuvent faire en sorte qu'on se retrouve et qu'il y ait une décision consensuelle. Une décision qui soit bien pour la Côte d'Ivoire. Il faut que tout cela agisse. Il faut que tout cela agisse. Il faut que tout cela réclame justice. C'est plus facile de corriger une injustice que de se conformer à une injustice. C'est plus facile de corriger une injustice que de se conformer à une injustice. Donc, pour nous, c'est difficile d'accepter l'injustice. Mais pour le gouvernement, c'est facile de corriger l'injustice. Le fait que Laurent Gbagbo ne soit pas sur la liste électorale, même, c'est une humiliation pour la Côte d'Ivoire. C'est une honte. Et les gens ne comprennent pas. Tendez l'oreille au-delà de nos frontières. Les gens ne comprennent pas comment quelqu'un comme Gbagbo Laurent, avec le parcours qu'il a eu, surtout avec le procès qu'il vient de traverser, d'où il est sorti triomphalement, comment on peut accuser quelqu'un autour duquel tous les services de renseignement ont fait des recherches pour voir s'il avait des comptes à l'étranger, dans les paradis fiscaux, et puis ils l'ont déclaré indigent. Comment un tel homme peut braquer une banque? Où il a mis l'argent du braquage? Donc c'est une honte pour la Côte d'Ivoire. Et je sais que le gouvernement lui-même n'est pas convaincu de sa convocation et de sa condamnation. Les juges ne sont pas convaincus de cette condamnation. Parce que s'ils étaient convaincus de ça, Gbagbo ne serait pas président du PPACI. Puisqu'un condamné, quelqu'un qui est déchu de ses droits civiques et politiques, ne peut pas présider au destin d'un parti politique. Mais c'est parce que eux-mêmes ils savent que c'est une condamnation artificielle. Ce sont des obstacles artificiels, savamment montés, orchestrés pour empêcher Gbagbo de revenir au pouvoir. Quand Gbagbo parlait à la CPI, on dirait qu'ils n'ont pas compris. Quand il a pris la parole pour la première fois, et puis il a dit ce qui est devenu notre slogan de combat. On ira jusqu'au bout. Mais c'est jusqu'au bout de quoi? On dirait que c'est sur ça et nous on s'entend pas. C'est jusqu'au bout de quoi? Quand Gbagbo dit qu'on ira jusqu'au bout, eux ils pensent que c'est sorti de la CPI. Non. Non. Quand Gbagbo dit qu'on ira jusqu'au bout, le bout là, ça va se terminer au palais présidentiel en 2027. C'est ça. C'est ça qu'on ira jusqu'au bout. C'est pourquoi Gbagbo n'a jamais baissé pavillon. Quand les rebelles sont apparus chez lui dans sa résidence bombardée,
qu'il a demandé aux soldats de cesser le combat. Il s'est présenté à eux. C'est moi que vous cherchez, je suis Koudou Babo Laurent. Il s'est présenté devant eux. Ils l'ont arrêté, les Français l'ont arrêté. Et ils l'ont remis aux rebelles. Même entre les mains des rebelles, Babo a continué à se battre. Il l'a envoyé au Golfe. Même au Golfe, Babo a continué de se battre. Il l'a envoyé à Korobo, dans 1 mètre carré. Même à Korobo, dans la maltraitance, Babo a continué de se battre. On l'a envoyé à La Haye, loin de sa terre natale, croyant agir sur son mental pour le désintégrer physiquement. Mais même là-bas encore, Babo a continué de se battre. Parce que pour Babo, on doit aller jusqu'au bout. Oh! On doit aller jusqu'au bout. Donc, on ne peut pas s'arrêter en si bon chemin. Oui, on ne peut pas s'arrêter en si bon chemin avec tous ces morts qui jalonnent le combat, avec tous ces exilés, dont certains sont encore là-bas, avec tous ces prisonniers qui sont marqués à vie, qui ont des séquelles, avec ces familles disloquées. On a trop souffert pour nous arrêter maintenant. On s'est trop sacrifié pour nous arrêter maintenant. Ce n'est pas possible. On ira jusqu'au bout. Et c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Et donc, nous ne voulons pas guerroyer pour cette affaire. On n'a pas envie. Et puis on pense que ce n'est pas utile pour la Côte d'Ivoire. Il faut redorer le blason de la Côte d'Ivoire. Il faut redorer le blason de la Côte d'Ivoire, l'image de la Côte d'Ivoire. Et ça est entre les mains du régime. Et je prie le régime de le faire. Le président Alassane Ouattara, il a la clé entre ses mains. Il a la solution du problème. Et toute la Côte d'Ivoire attend sur cette question. Toute la Côte d'Ivoire attend. Il n'y a pas de raison que Babo ne compétisse pas. Il n'y a pas de raison. Donc il faut écrire son nom. Il faut écrire son nom. De la façon dont vous avez gommé son nom, la place que vous avez gommé, la place est là, c'est libre. C'est libre. On n'a pas ajouté le nom de quelqu'un là-bas. Donc ça prend. Prenez un bic. Un bic de 100 francs. Voilà. Ouais, un bic Togo de 100 francs. Et puis tu écris Koudou Babo Laurent. Et puis, nous-mêmes, on va t'applaudir. Nous-mêmes, on va t'applaudir. Voilà. Voilà. Donc, il faut que ça, ce soit clair. Il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit clair. Quand je dis que Babo est un homme exceptionnel, c'est de tout son parcours que je parle. Et c'est pourquoi je veux qu'on m'inscrive sur la liste électorale. Nous, parce que les gens comme les Babo, on ne les rencontre pas à tous les carrefours. On ne les rencontre pas. C'est peut-être chaque 50 ans qu'on trouve un Babo. Chaque 50 ans. On ne peut pas trouver dans 2 générations, dans une génération 2 Babo. Ce n'est pas possible. Voilà. C'est pourquoi quand vous dites qu'on va le laisser, on ne peut pas le laisser. C'est pourquoi vous dites qu'on ne peut pas le changer. Parce que parmi nous, là, quand on cherche, on ne trouve pas un autre comme lui. On ne trouve pas un autre comme lui. C'est lui qui présente les meilleures chances dans notre cas là, de gagner ce combat. C'est lui. C'est lui qui présente les meilleures chances. C'est lui qui présente les meilleures garanties d'incorruptibilité.
pour la conduite de notre combat, pour qu'on arrive aux objectifs stratégiques. C'est pas possible. Parce qu'il est passé par toutes les épreuves. Et puis il nous a démontré qu'on peut compter sur lui. Il est passé par toutes les épreuves. Et il nous a démontré qu'on peut compter sur lui. Il est passé par le feu. Il est passé par les fers. Mais il n'a pas faibli. Il n'a pas chancelé. Vous voyez? Voilà. Un homme comme lui, c'est pas évident qu'on en trouve un autre comme ça. Simplement parce que même quand il a été déporté, derrière lui, il y a beaucoup qui ont changé. Il y a beaucoup de leaders qui ont changé. Il y a des gens dont on ne reconnaissait plus la marche et la démarche. Vous voyez? Voilà. Donc ceux qui sont sereins, aptes à traverser toutes les épreuves de façon imperturbable et qui demeurent eux-mêmes, Babo Laurent nous en a fait la preuve. C'est après ça on dit c'est lui et que ça ne sera pas quelqu'un d'autre. Donc, chers amis, la candidature de Babo Laurent dans le contexte précis est une candidature de combat. C'est une candidature de combat. C'est pourquoi nous sommes réunis ici. C'est pourquoi nous sommes réunis ici. Nous sommes réunis ici pour dire à tout le monde que nous soutenons Babo Laurent. Nous sommes avec lui. Et il ne faut pas qu'il se méprenne sur notre détermination. On est avec le président. Le premier acte, c'est à Boville. Nous allons aller à Boville. Nous allons aller à Boville en T. Je dis bien en T. H-A-N-T-E. R. Nous allons aller à Boville en T par la réinscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Nous allons aller à Boville avec l'obsession de faire réécrire le nom de Gbagbo Laurent sur la liste électorale. Nous allons aller à Boville avec le secret espoir qu'au retour le nom de Laurent Gbagbo sera inscrit sur la liste électorale. C'est pourquoi à Boville pour nous est un rendez-vous important. À Boville pour tous les résistants, pour tous les combattants, est un rendez-vous important. C'est pourquoi on peut montrer qu'on est fort. C'est pourquoi on va démontrer qu'on est puissant. Quand on est fort, on n'utilise pas la force. Mais on fait la démonstration de sa force. On veut démontrer notre force pour ne pas avoir à l'utiliser. C'est pourquoi il est dit, personne n'a le droit de rester ici. Sur aucun prétexte. Tout le monde doit se rendre à Boville. Tout le monde. On pouvait comprendre et expliquer l'absence de certaines personnes. Mais depuis que Gbagbo a déclaré sa candidature, il n'y a plus de raison de rester. Il n'y a plus de raison de justifier son absence. Il n'y a plus aucune raison. Je dis, camarades militants, camarades militantes, Boville doit être envahi par le PPACI. Boville doit être envahi par les démocrates. Voilà. Vous savez toute la charge émotionnelle qui est dans cette fête. Vous savez ce que nous allons célébrer. Nous allons célébrer la fête de la Renaissance. Nous avons célébré la fête de la Renaissance. Vous savez ce que c'est que la Renaissance. Et vous savez ceux qui naissent à nouveau. Voilà. La Renaissance a une valeur, a une charge aussi spirituelle. Parce que quand tu crois en Dieu et que tu obéis à certains rituels,
On dit tu nais de nouveau. Tu nais de nouveau. Et nous remercions le bon Dieu pour la vie de Laurent Gbagbo. Tu nais de nouveau. Gbagbo Laurent renaît. Et avec lui la Côte d'Ivoire renaît. Et avec lui l'espoir renaît. C'est pourquoi nous allons célébrer la fête de la Renaissance, qui est aussi la fête de la commémoration de sa libération des mains, des fers de l'impérialisme. Nous allons là-bas. Mais nous allons là-bas pour parachever quelque chose. Pour parachever quelque chose. Nous avons été au début, il faut que nous soyons à la fin. Nous avons été au début, il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas à la fin. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc ne restons pas ici. Ne restons pas ici. On se retrouve à Agboville. Regardez-vous bien. Remarquez vos voisins. Parce qu'on doit se retrouver à Agboville. Par fédération, par section. Parce que maintenant, comme il y a Facebook, il y a beaucoup d'hommes qui mentent dans le combat. Il va sortir d'un quartier qu'on ne connaît pas. Il va se fumer. C'est à Agboville que tout à l'air. C'est à Agboville que tout à l'air. Alors qu'il n'est même pas à Agboville. Il faut être à Agboville. Jeune de Yopougon. Jeune de Côte d'Ivoire. C'est par vous que je vais terminer. Les jeunes ont été toujours à la base des grands bouleversements dans le monde. Ce sont les jeunes qui font l'histoire. Ce sont les jeunes qui entraînent les changements importants. Même la Première Guerre mondiale a été provoquée par un jeune. La Première Guerre mondiale, c'est un étudiant serbe d'origine bosniaque qui a assassiné le prince héritier d'Autriche-Hongrie, François Ferdinand. Et c'est ça qui a déclenché le premier conflit mondial. C'est un jeune qui a fait ça. Les jeunes, ils sont à la base de tous les grands bouleversements. C'est pourquoi je voulais m'attarder un peu sur vous. Jeunes de Côte d'Ivoire, jeunes du peuple assigné. Parce que on ne vous reconnaît pas. On ne vous reconnaît pas. On ne sait pas ce qui se passe. Et puis vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Hein? D'accord. Hein? Donc, il faut vous revoir. Ne soyez pas ces jeunes qu'on entraîne dans des buzz inutiles. Dans des buzz inutiles. Sur des questions qui n'ont aucune valeur. Sur des questions qui n'ont aucun impact sur la vie, sur l'existence des gens. Regardez en Côte d'Ivoire. On ferme des routes. On ferme des ponts. On décrète férié pour que les jeunes viennent se filmer sur un pont. Et puis ils arrivent nombreux et ils se filment sur le pont. Et puis on leur dit que ça va bien. On leur dit que ça va bien. Mais ces jeunes-là qui venaient se filmer sur le pont, les ponts-là les ont emportés. Les ponts les ont emportés. Parce que ils venaient des quartiers précaires. Ils venaient des quartiers précaires. Et à la faveur du passage sur un pont, il a même oublié la surfacturation du pont qui aurait pu lui permettre d'avoir du travail. Il a oublié ça. Mais le pont vient de les emporter. Parce que le pont, il est tellement beau que dans son environnement,
On ne peut pas vous voir là-bas. On ne peut pas vous voir. Quand tu passes sur le pont à Sébroko, quand il passe et puis il regarde en bas, c'est Boribana. Et ils disent Boribana ne ressemble pas au pont. Ils les ont chassés. Ils les ont chassés. Voilà. Parce que les ponts, c'est de l'illusion. L'illusion qu'on va bien, qu'on vit bien. Mais dans un pays où les Ivoiriens s'appauvrissent de jour en jour, deviennent misérables de jour en jour, où se loger décemment est devenu quelque chose de difficile, d'impossible. On ne peut que se débrouiller dans la périphérie avec les baraques. Mais aujourd'hui, ils ne veulent plus nous voir dans les baraques. Ils ne veulent plus nous voir dans la périphérie. Et ils détruisent. Et ils nous chassent. Parce que quand ils détruisent, ils ne nous relogent pas. Ils disent allez-y, quittez Abidjan. Retournez là où vous êtes quittés. Allez-y au village. Ceux qui n'ont pas de village n'ont qu'à rentrer où ils viennent. On ne veut pas vous voir. C'est pourquoi il faut que vous vous leviez maintenant. Jeunes de Côte d'Ivoire, ne capitulez pas. N'abandonnez pas. Ne vous résignez pas. Ne vous renfermez pas. Ne vous enfermez pas dans la drogue, dans la déchéance, dans le vol, dans le brigandage. Ne capitulez pas. Parce qu'il y a un combat pour la dignité à mener. Il y a un combat pour la dignité à mener. Arrêtez de vendre la drogue. Arrêtez de prendre la drogue. Arrêtez les broutages. Arrêtez de faire des rituels, des sacrifices pour être riche. Quand on veut devenir riche, on travaille. On se bat. On va à l'école. C'est pourquoi, depuis tout le temps, le président Laurent Gbagbo nous a enseigné des valeurs de la vie. Et lui-même, c'est tout un enseignement, c'est toute une école. Sa vie, la vie de Laurent Gbagbo. Et vous êtes des disciples de Gbagbo Laurent. Vous êtes des jeunes Ivoiriens. Apprenez à connaître la vie du président. Et vous allez voir que vous aussi vous pouvez y arriver. Vous aussi vous pouvez réussir. Ne capitulez pas face aux difficultés de la vie. La drogue ne résout pas les problèmes. Parce que votre destin le plus sûr, c'est la prison et la mort quand vous appelez le chemin de la drogue. Battez-vous. Battez-vous. Celui qui ne se bat pas, il a déjà tout perdu. Et c'est pour vous que Gbagbo est candidat. C'est pour tout ça que Gbagbo est candidat. C'est pour tout ça que Gbagbo est. C'est pour vous que Gbagbo est candidat. Ne croyez pas que c'est pour quelqu'un d'autre. Sinon Gbagbo, il a déjà tout eu. Il a tout eu. Donc il peut s'asseoir. Mais comme il le dit tout même, lui-même, il y a des nuages sur nos têtes. Il y a du brouillard sur nos têtes. Et ce brouillard n'annonce pas quelque chose de bon pour nous. Il est candidat pour débarrasser notre ciel de ce brouillard, de ces nuages obscurs. C'est pourquoi il est candidat. Parce que si Gbagbo il va se reposer aujourd'hui, on est mort. S'il va se reposer, s'il nous laisse, et puis il s'en va, chacun va se chercher. Voilà.
Ça sera fini pour nous. En ce moment, la course vers la Méditerranée, là, ça va se multiplier par 1 million. Cette fois-ci, ils ne vont plus attendre les bateaux de fortune. Ils vont vouloir nager tellement que c'est chaud. Et vous allez abandonner la Côte d'Ivoire. Mais la nature aurait du vide. Quand vous partez, quand vous laissez votre pays pour aller vous chercher, il y en a qui viennent occuper. Et ce pourquoi vous êtes allé vous chercher là, quand vous revenez, le pays est occupé. Il n'y a plus de place. Donc, il faut vous battre. Il faut vous battre. La candidature de Laurent Gbagbo, c'est votre candidature. La candidature de Laurent Gbagbo est pour vous. Faites en sorte que le symbole le plus achevé du combat pour notre émancipation, du combat pour notre liberté, Gbagbo Laurent, soit réinscrit sur la liste électorale. C'est votre affaire. C'est votre affaire. C'est votre affaire.